Bonjour Montréal, bonjour les vampires et surtout bonjour la coterie. Bienvenue dans ce démarrage officiel de la campagne de Vampire la Mascarade Chapters. Alors je reprécise, je l'ai dit hier quand on a fait l'introduction à cette campagne, grosse lecture, j'avais précisé que je voulais surtout faire un démarrage de la campagne là pour voir comment sont ficelés les scénarios et surtout la narration. C'est vraiment ce qui m'interpelle dans Chapters et c'est ce sur quoi je veux mettre l'accent parce que, mine de rien, c'est ce pourquoi j'ai acheté le jeu. Tout simplement, je me suis projeté parce que je connaissais le jeu de rôle, parce qu'il y avait des possibilités d'offrir des histoires absolument phénoménales, notamment parce que beaucoup de clans sont présents et qu'il y a une guerre interne entre ces clans. Ça se passe à Montréal, c'est très chouette, ça peut être très chouette à découvrir comme environnement. Et puis c'est un jeu moderne. Donc on va se lancer avec... Avec quoi? Il y a pas mal de choses à dire pour démarrer. Tout d'abord, ça s'appelle Sombre présage au parc. On va faire l'introduction tout à l'heure. Il faut que l'on voit une chose. Nos personnages. J'ai fait un petit rétropédalage et je vais suivre la suggestion, le conseil de Patrick en commentaire. Initialement, j'étais parti à jouer avec 4 personnages, dont obligatoirement Luciana Ricci et Gabe Tremblay. Alors pourquoi obligatoirement? Parce que dans l'introduction de campagne, suite à l'Elysium qui s'est produit, c'est-à-dire une convocation par le prince de Montréal, eh bien Luciana a été directement impliquée et puis Gabe a été lui aussi directement impliqué. Alors Luciana, son implication fait que elle s'est mise sur la piste de disparus. Donc elle a une forte implication pour retrouver ses camarades. Et puis Gabe doit faire ses preuves. C'est Betty, sa mentor, qui souhaite qu'il soit intégré à la Camarilla, mais il doit faire ses preuves. Donc, nous sommes de jeunes... Comment est-ce qu'on s'est fait appeler? Des néo-nés. On a été mordus il n'y a pas si longtemps que ça, et on est là pour faire nos preuves. Alors, j'ai pris en allié Aren Conway et Harold Beaulieu. Pourquoi simplement en allié? Parce que ça va assouplir un petit peu le jeu. La règle des alliés, je l'ai complétée ce matin. Les alliés de coterie, ils offrent un effet passif à tous les autres joueurs impliqués dans le chapitre. L'effet passif d'Aren. Alors attention, pas le spécial, hein. Le spécial, c'est lorsqu'on l'utilise en combat. Mais son effet passif, elle est chef de meute, +1 au déplacement à tous les personnages et alliés. Ah oui, alors ça, il va falloir y penser. Tout le monde a +1 au déplacement. Ok. Et puis Harold de Beaulieu, le cérébral de notre coterie, son effet, c'est enquêteur, +1 à tous vos tests de mental et recherche. Mental et recherche. Ah oui, ok. +1, c'est énorme. Particularité des alliés, ils ne sont placés sur notre tuile de jeu uniquement lorsqu'un combat commence. Tant qu'il n'y a pas de combat, et c'est pour ça qu'il n'y a les figurines que de Luciana et Gabe, tant qu'il n'y a pas de combat, on ne place pas les figurines de nos alliés de coterie. Pour l'instant, ils sont au niveau 1, ils passeront au niveau 2 lorsque l'on aura joué le deuxième interlude de la campagne. Et attention, il compte dans le nombre de joueurs pour les modificateurs de difficulté et les statistiques des personnages non joueurs. C'est-à-dire que si par exemple on est aux prises avec un étrange soldat à un moment ou à un autre, on considère qu'on est en statistique 3 et 4 joueurs. Donc les ennemis auront des valeurs plus fortes.
Ce qui est logique, c'est un équilibrage. En parlant d'équilibrage, je ne me préoccupe pas pour l'instant du niveau de difficulté facile ou difficile. Certainement pas du difficile en tout cas. Tiens, je m'aperçois d'un truc, c'est que j'ai pas placé les bazars. On va faire ça tranquillement, maintenant, tout de suite, puisque vis-à-vis de nos alliés, ça y est, c'est fait. Donc Arène et Harold vont rester bien sagement de côté. Ce qui peut être un peu bizarre dans le sens où sur le plateau, on ne les voit jamais. Si ça se trouve, enfin, c'est pas si ça se trouve, il y a des chapitres à jouer où il n'y aura pas du tout de combat. Ça veut dire que nos alliés ne sortiront pas à ce moment-là. Ben, tant pis pour eux. Mais au moins, ça a le mérite d'épurer aussi. Bref, il y a du bon, il y a du moins bon. Franchement, ça n'est pas spécialement dérangeant. Alors, les marqueurs de dégâts pour nos personnages. Luciana en physique x2. Ça veut dire 4. Ça veut dire que il ne va lui rester 4. Oui, c'est ça. Attendez, qu'est-ce que je glandouille là? Marqueur de dégâts physique x2. Ah oui, pardon. Et ça fait longtemps que je n'ai pas trituré ce jeu. En fait, ça veut dire qu'elle est limitée à 4. Alors c'est chiant de placer tous les autres marqueurs, je ne vais pas le faire. En volonté, c'est social plus mental. 3 et 2, 5. Ça veut dire que je cache 6 et 7. Et on ne tiendra pas compte de 8, 9, 10, bien évidemment. Je crois que c'est une saloperie. Non, c'est mon plateau qui est abîmé. On démarre tous avec un point de soif. Sauf si on joue Thomas Chartrand, où là, lui, il a un cas particulier. Et puis, il faut s'occuper de Gabe Tremblay. On démarre tous avec une humanité de 7. Et j'avais placé cette carte-là, humanité 6. Alors, ça devait être sur Luciana, parce que elle, quand on voit son portrait, effectivement, elle a une humanité amoindrie. Et on passe maintenant à Gabe. Alors Gabe, je lui ai créé sa fiche puisque je vous rappelle que c'est un caïtif. Il n'a pas de lignée. Le coût en points d'expérience des disciplines, ici des disciplines, est plus élevé, x6 au lieu de x5. Pour créer son personnage, il fallait lui mettre 3 points dans un attribut et 2 points dans les deux autres. Donc je lui ai mis 3 en physique, 2 en social, 2 en mental. Pour les compétences, il y avait 60 points à répartir. En se référant à ce tableau-là, ça diminue très très vite. C'est 60. J'ai fait un petit peu comme ça venait. Athlétisme, bagarre, intuition, intimidation, recherche. Sachant que Gabe n'est pas l'un des 8 personnages principaux avec lesquels j'ai une affinité particulière. Non, 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 non. Je vais préférer m'orienter vraiment en personnage joueur, par exemple vers Arène, Harold, notre ami Jade. Mais je vais être libre de mes choix, d'un scénario à l'autre, d'un chapitre à l'autre. Je prendrai en fait un petit peu ce que je veux, au gré de mes envies. Ne pas oublier que puisque nous avons fait les 8 premiers prologues... Ah, j'aime pas dire 8 premiers prologues comme s'il y en avait 12. Bordel, Friedrich. Il y a seulement 8 prologues. Donc comme nous avons fait ces 8 prologues, à la fin de chaque, tout le monde gagnait un point d'expérience. Donc en réserve, on a un point d'expérience pour les uns et pour les autres. Ouah la vache, ça en faisait pas mal de choses à raconter. Que dire d'autre? Que ce matin, pour ce sombre présage au parc, j'espère qu'il n'y aura pas de combat. Vous le voyez, je n'ai préparé aucune carte combat, ça me pète les noix, à vrai dire. Alors c'est spécifique à ce matin, j'ai pas envie de combattre. Et je me suis aperçu d'ailleurs, avec cette non-envie de combattre, que les jeux de ce type-là, narratifs, assimilés à du dungeon crawler, eh bien, dans ces jeux-là, quand il y a du combat à faire avec de la manipulation de deck de cartes, ça a tendance à me péter les noix. Et ça, c'est survenu avec Tainted Grail. Je me tourne vers
Tainted Grail qui est là derrière moi. Saloperie, c'est un jeu excellent, mais je suis encore énormément réfréné par le combat via les cartes. Ça ralentit énormément l'action. Je préfère le bon vieux GD, puis bon, si on a une carte compétence, un objet qui vient nous donner un bonus, un malus, on l'applique direct, mais alors, la manipulation de deck de cartes comme c'est prévu, hein, je vous rappelle, on les répartit, hein, ces cartes, en fonction de nos valeurs. Bon, je verrai. Je verrai comment ça évolue. Et je crois qu'il est temps d'y mettre les pieds dans ce parc. Je ferai certainement des micro-pauses parce que, au fur et à mesure que je vais relever des choses, en bien ou en mal, je tiens à les signaler tout de suite. Et ces choses que je vais signaler, je les reprendrai dans mon avis définitif pour Chapters. On y va ? Chapitre 1. Sombre présage au parc. Ces dernières nuits estivales montréalaises ont été le théâtre de plusieurs enlèvements, souvent brutaux, de vampires liés au monde de l'art. Des témoignages indiquent que ces enlèvements étaient l'œuvre d'un groupe de voyous encagoulés, dont les méthodes rappellent le sabbat. Le problème est qu'il n'y a eu aucune observation d'activité du sabbat en ville depuis plus d'une décennie, depuis qu'ils ont été éliminés par l'Inquisition et ses agents. Cela a mis la Camarilla en émoi et rendu nerveux les vampires de la ville. Le prince a convoqué un Élysium exceptionnel pour avertir les descendants de la ville et montrer un semblant de leadership. Un groupe de nouveau-nés, choisi parmi divers clans, à l'exception d'un seul caïtif, a été formé pour remédier à cette situation. Vous faites partie de ce groupe, soit par nomination, soit en vous joignant de votre plein gré parce que vous avez un intérêt personnel dans cette situation. Plus tôt dans la soirée, Luciana Ricci, la Nosferatu de votre groupe, a repéré une camionnette dans le jardin botanique, la même que les témoins associés aux enlèvements. Vous vous y rendez et entrez sur le territoire de Yuma. Il est le chef des Anards Gangrel et entretient un lien spécial avec la Camarilla. Je me stoppe tout de suite. En fin de paragraphe, j'ai lu « a mis la Camarilla en émoi et rendu nerveux les vampires de la ville. » Et ensuite, le prince a convoqué un Élysium exceptionnel pour avertir les descendants de la ville. Répétition. C'est ça ce qui me perturbe, moi, ce qui m'agace. C'est moche, il y a énormément de répétitions dans les textes. Ça me sort du récit, de la narration. Alors c'est peut-être propre qu'à moi parce que je suis un psychopathe, mais en tout cas, c'est suffisamment récurrent pour le souligner. C'est comme ça. C'est comme ça. Maintenant, nos objectifs. Occupez-vous du groupe du sabbat dans le parc. Alors, ce groupe du sabbat, ça va être quoi? Ça va être qui? Si je regarde le placement des PNJ pour l'instant, il y a ici, zut, un fil qui pendouille, il y a ici Yuma Mackenzie, à côté Gabe, à côté Luciana. Nous avons des ados punk, ici, qui sont placés à côté d'un jeton investigation. Le gardien du parc, là, sous la lumière. Un couple qui se promène, qui n'a pas encore peur, mais bon, il se promène. Et puis, prêtre du sabbat, là. Alors, notre objectif, occupez-vous du groupe du sabbat dans le parc. Ça veut dire parler à Yuma et parler au prêtre du sabbat. Et les autres, ce seront des témoins potentiels. Eux, ils vont m'agacer, je pense, les ados punk, là. Je pense qu'ils vont m'agacer. Bon, on verra bien. Tiens, un prêtre du sabbat, par contre, tu n'es pas là. Tu es plutôt positionné comme ceci.
Je vous rappelle que par rapport aux nombreux errata, j'avais placé des gommettes aux endroits où les errata étaient signalés. Et on en a un là. Mais on va y venir dans l'action de départ. Lisez l'événement E1. C'est pas tout à fait vrai, ça fait l'objet d'un errata dans ce démarrage de campagne. Sinon sur la carte, alors j'avais mis les bancs, ouais, je peux les pousser après tout, c'est du décor, mais rien ne nous dit qu'on ira se balader sur ces cases-là, mais on sait jamais, on va respecter la tuile. On a en terrain particulier, terrain difficile. 3 et 3, 6, on a 6 zones de terrain difficile, c'est-à-dire plus 1 au déplacement, ça va nous coûter. Alors pour rentrer sur l'hexagone, pas pour en sortir. Et les attaques à distance ne peuvent pas atteindre une cible située derrière un jeton de terrain difficile. Ok. Alors en action, pour vraiment démarrer ce scénario, lisez l'événement E1. Pas du tout. La première action ne devrait pas vous diriger spécifiquement vers E1 puisqu'il s'agit de la page de Luciana. Elle devrait se lire comme suit. Lisez l'introduction de votre personnage. Elle se trouve sur les pages E1 à E8. Donc événement 1 à événement 8 dans le livret chapitre 1. Alors je vous remonte comment c'est fichu. Nous avons une table des matières avec les chapitres des dialogues, des investigations et des événements. Page 109. Allons-y voir. Et je vais commencer par Gabe. Alors, j'ai dit quoi? Page 109. Événements. Et après, c'est décomposé comme ça. Hein. E1, Luciana. E2, Samuel Armstrong si on l'avait. Aaron Conway si on l'avait en tant que joueur et non pas en tant qu'allié. Harold, pareil. Nico Miller, Thomas Chartrand. Tu es où, Gabe? Gabe Tremblay. Le shérif vous a envoyé ici pour une raison minable. Il en a profité pour vous rappeler que la seule raison pour laquelle vous êtes autorisé à entrer dans cette ville est l'immense générosité du prince. Vous devez maintenant vous rendre au jardin botanique pour rejoindre une bande de nouveau-nés qui servira probablement de chair à canon pour quelconque jeu que joue la Camarilla. Ce n'est pas comme si vous aviez le choix cependant. Vous remarquez qu'il y a beaucoup de descendants ici ce soir. Les choses vont probablement se détériorer d'une minute à l'autre et la Camarilla risque de vous en rendre responsable. Et évidemment, après tout, c'est toujours la faute des caïtifs. Vous voyez le chef des Anars, Yuma, que Betty a pris soin de vous décrire d'un langage très coloré. À votre grande surprise, il observe tous ces vampires sur son territoire sans même bouger le petit doigt. Étrange. Vous décidez d'aller le voir pour lui demander ce qui se passe. Lire le dialogue Yuma Mackenzie en D1. Sauf que dans l'errata de l'action pour démarrer le chapitre, lisez l'introduction de votre personnage. Donc là, je vais lire maintenant Luciana Ricci, son introduction. Vous avez suivi les détails des histoires d'enlèvement et ça pue le sabbat. Vous avez pris la liberté de faire votre propre enquête sans vous soucier des risques. Vous avez suivi la camionnette à travers la ville pour identifier un vampire, couvert de cicatrices, à la tête d'un groupe de bétail, sûrement des ghouls. Vous l'avez suivi ce soir jusqu'au jardin botanique. Puisque vous êtes visiblement moins nombreux, vous avez trouvé plus prudent de contacter le shérif, qui a envoyé le reste de la coterie spéciale mise en place par le prince. Ils arrivent à l'instant, mais ils ne sont pas seuls. D'un autre côté du jardin, Yuma, le chef anar local, se dirige vers la camionnette. Il va tout saboter. Il s'arrête soudainement, il a l'air furieux et observe frénétiquement les alentours. C'est plutôt inhabituel pour lui. Vous décidez de lui parler, lire le dialogue Yuma Mackenzie D1.
Donc en fait, de toute façon, quels que soient les personnages de la coterie qu'on a mis en place, à chaque fois, on va aller parler à Yuma. Par contre, je relève une petite chose, c'est que Luciana le perçoit comme étant furieux et Yuma observe frénétiquement les alentours alors que Gabe, lui, a fait le constat suivant. À votre grande surprise, il observe tous ces vampires sur son territoire sans même bouger le petit doigt. Alors, c'est une question de point de vue. On n'a pas la même approche et le même sentiment vis-à-vis de Yuma. Ok, on va en dialogue 1, D1. Bien ça. Lire le dialogue Yuma Mackenzie D1. Alors, on reprend dialogue Yuma Mackenzie, c'est page 5. Voilà à quoi il ressemble vraiment, ce chef des Anards. Non, c'est pas le chef des Anards, pardon. Ah si. Le chef des Anards Gangrel. Ok. Chef Gangrel. Yuma le Gangrel, responsable de ce territoire, se tient hors de vue d'un individu hurlant et bizarrement vêtu. C'est le vampire du sabbat que vous poursuiviez. Ses cris sont dirigés vers un groupe de ghouls composé d'humains et de chiens nourris au sang de vampires, faisant d'eux de fidèles serviteurs. D'après ce que vous percevez à cette distance, le groupe semble déterrer des cadavres dans le parc. Alors que vous vous approchez de Yuma, il vous regarde, hoche la tête et se tourne vers les envahisseurs, le regard sévère. C'est son domaine. Alors pourquoi ne fait-il rien ? Son apparente hésitation ne reflète en rien la rage qu'il dégage. Quelque chose ne va pas ici. Il est temps pour vous d'intervenir. Ah ok, alors oui, ça pue direct, c'est-à-dire que lui là, le chef du sabbat, il invective les branleurs ado-punk qui sont en train de déterrer les corps. Le chef, le gardien du parc là, pour l'instant il bouge pas, et le couple n'a pas l'air de broncher. On a 4 options. Saluez-le et essayez de le raisonner. Observez-le silencieusement. Ignorez-le et dirigez-vous directement vers le vampire du sabbat ici. Si vous êtes Aren Conway, lire des 4. Voilà nos 4 options qui ne se réduisent plus qu'à 3 puisqu'il n'y a pas Aren Conway en tant que joueuse. Alors là, attention, il faut décider quel personnage est en train de jouer. Est-ce que c'est Luciana ou est-ce que c'est Gabe ? Jusqu'à présent, on a lu leur introduction, mais c'est à qui va prendre la main ? Eh bien, je vais faire jouer Luciana. Saluez-le, essayez de le raisonner. Pour ça, il faudrait faire un test social, elle a 2, et persuasion, elle a que dalle. Ok, on oublie. On pourrait l'observer silencieusement. Social, intuition. C'est merdeux. Je vous montre les caractéristiques de Luciana. C'est pas terrible. Hein. Persuasion, elle a rien. Intuition, elle a rien. Elle pourrait l'ignorer et se diriger directement vers le prêtre du sabbat. Et puis à la limite, ça pourrait être Gabe qui prendra le relais parce que je lui avais mis 2 en intuition et 2 en social. Pourquoi pas ? Allez, Luciana, tu vas bouger. Ignorez-le, dirigez-vous directement vers le vampire du sabbat, lire D2. Ah, c'est pas un déplacement, attention. Dialogue numéro 2. Où croyez-vous aller ? Avant que le groupe près de la camionnette puisse vous repérer, Yuma se déplace à une vitesse incroyable et vous bloque le chemin. Il bouillonne de rage. Arrêtez-vous là, bande de gamins, vous ne pouvez pas m'ignorer sur mon territoire. Vous êtes là parce que le prince et moi avons un accord, mais ça ne veut pas dire que vous pouvez pisser partout comme des chiots malpropres. Reconnaissez votre place et faites preuve de bonne manière. On peut s'excuser
le saluer correctement et essayer de le raisonner. Social persuasion, avec une difficulté de 3. Ou le provoquer davantage afin qu'il attaque le vampire du sabbat. Ah la vache! Bah merde alors, je m'attendais pas à ça. On est comme des cons. Luciana est comme une conne. Faire un test social persuasion. Alors attention parce que là, qui est-ce qui est c'est bien Luciana qui joue. Hein. Ou alors on peut dire que Gabe prend le relais et on va essayer de s'excuser. Qu'est-ce que j'avais noté sur les dialogues? Pour entamer un dialogue, on doit être adjacent à un PNJ, ok, on déclare la discussion. Obligation d'aller au bout du dialogue. Choisir une option au bas de la page, utiliser le sang, utiliser des points de volonté. Ok. Ok. Là, j'ai juste une petite interrogation. Est-ce que c'est uniquement Luciana qui est impliquée ou bien est-ce que Gabe, puisqu'il est lui aussi adjacent et qu'il avait la même entrée que Luciana, je suppose que Gabe aussi est impliqué. Alors, là c'est intéressant. Moi ça m'intéresse fortement parce que Gabe va prendre le relais et tenter de faire un test social persuasion. Ah chiotte! Il a pas persuasion, il a intuition. Ouïe, 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 ouïe. Bon, c'est pas grave, on y va. On y va, on y va. Alors attention, hein, à cause de son point en soif, il a forcément un dé rouge. Il jette 2 dés noirs de social et il va lui falloir obtenir un succès, enfin 3 succès. La difficulté est de 3. Vas-y Gabe, ouvre ta grande gueule. Pas bien. On va dépenser un point de volonté. Chouk pour relancer ce dé-là. Ah bordel. Je redépense. J'ai pas envie de rater. Ah mais non, mais ça sert à rien. Il me faut 3 succès. Donc à cause de ce dé rouge qui n'est pas relançable, de toute façon je ne l'atteindrai pas. Donc mauvais raisonnement, ça servait à rien de vouloir investir dans un point de... Par contre, n'oublions pas nos alliés. Mental recherche, ça sert à rien. Et arène, on a dit que ça nous donnait... C'est pas ça, c'est qu'elle nous donne un point de déplacement en plus. C'est un échec. Oh purée, le père Yuma, il va péter un câble. Échec D6. Il ne veut rien entendre. Nous venons ici avec humilité, comme l'ont demandé le prince et le shérif. Veuillez accepter notre aide. Yuma vous interrompt. Je n'ai pas besoin qu'un groupe de nouveau-nés me lèche les bottes. Vous ne comprenez pas ce que le prince demande de moi. Il y a tellement de choses que vous ne comprenez pas. 2 options. Essayez de le faire culpabiliser pour qu'il nous aide. Social persuasion. Ni l'un ni l'autre n'avons social persuasion. Très mauvaise constitution de groupe, Friedrich. Ou alors, aidez-le en lui proposant de faire le travail à sa place. Ok, on va faire ça. Dialogue 17. Remerciements. Laissez-nous nous en occuper, monsieur. Aucun besoin de vous impliquer directement. Cependant, nous pourrions faire usage de votre aide autrement. Le leader Gangrel a l'air étrangement soulagé et sa colère se dissipe. Merci. Je suis reconnaissant que vous vous en occupiez. De quoi avez-vous besoin? On peut lui demander de s'occuper des humains ou demander une arme à Yuma. Ben ça alors, Agadé.
s'occuper des humains ou demander une arme à Yuma? Je veux pas d'arme. Occupez-vous des humains. D29. Allez. Je m'en occupe. Ce serait vraiment utile si vous pouviez faire quitter les humains pour nous, monsieur. Yuma pousse un lourd soupir fatigué. Bien sûr, je peux faire ça. Quelques minutes plus tard, tous les humains ont quitté le parc, certains plus vite que d'autres. Yuma revient. Voilà, content. Maintenant, allez faire votre boulot. Essayez de ne pas vous faire tuer. Ce vampire est un dur à cuire, croyez-moi. Retirez le PNJ, Yuma Mackenzie. Le PNJ. Ah oui, PNJ adolescent punk. Le PNJ garde du parc. Incroyable. Et le PNJ couple. Ok, ce nettoyage de malade. Vous apercevez le vampire du sabbat, ce qui nous amène à l'événement 16. Ok, nous ne sommes plus que 2. C'est perturbant. Mais, j'avoue, excellent. Une question. La vache. En fait, on aurait pu vraiment parler au punk, au gardien, au couple et au prêtre. Alors pourquoi je dis que c'est excellent? C'est parce que j'ai à la fois l'impression de m'être fermé énormément de potentiel en dialogue, et en même temps, je me dis que belle progression. Vous apercevez le vampire du sabbat, lire E16. On est vraiment obligé d'y aller dès maintenant. C'est pas cool. Événement 16. Le monologue du vampire. Oh putain. Il y a beaucoup de texte. Ok. Le vampire du sabbat vous regarde de haut sur une petite colline. Une série de ce qui semble être des tombes a été creusée et des cadavres à différents états de décomposition sont éparpillés au sol. Plusieurs brutes et chiens peuvent être observés dans les parages. Des humains traînent des corps dans la camionnette. Vous assumez qu'il s'agit de ghouls. Le vampire marche lentement dans votre direction, traînant ce qui semble être le corps d'un descendant drôlement vêtu. Il y a de nettes indications qu'il a été victime de diablerie. L'acte immonde d'un vampire drainé par un autre. Le vampire du sabbat lâche le corps dédaigneusement. Je m'attendais à ce que le prince envoie quelqu'un à mes trousses, mais je dois admettre être déçu. Il vous regarde chacun quelques secondes avant de conclure que vous n'êtes pas une vraie menace. Il fait signe à quelques-unes de ses goules humaines et canines. Elles se préparent à vous attaquer. Vos cadavres feront guise d'avertissement à la Camarilla. Il rit bruyamment et vous abandonne à votre sort. Retirez le PNJ prêtre du sabbat de la tuile. Ah, chiotte, vous vous préparez à combattre, bordel. Lire E22. Il se barre aussi, lui. Bon, au moins on sait qui est derrière tout ça. Un prêtre du sabbat. Événement 22. Non, je voulais pas de combat, bordel. Combat dans les jardins, mise en place. Voilà comment ça se présente. Lassez tous les joueurs. Le PNJ Yuma Mackenzie. PNJ Doberman vicieux. Ah purée, pitbull enragé, vieux clochard et brut. Sur les hexagones indiqués. Si le PNJ gardien du parc, adolescent et couple sont sur la tuile, vous devez lire événement 23. Alors non, puisque on a demandé à Yuma de les faire partir. Sinon, lisez E24. Ah ok. Alors, pour être en phase avec les règles, ça veut dire que là,
En fait, on rentre en phase de combat, donc Aren ainsi que Harold vont pouvoir rentrer. Aren, c'est une poutreuse. Je vais la mettre comme ça. Harold derrière. J'ai mis du combat à comment? À Gabe? Ouais, physique, athlétisme, bagarre. Bah comme Luciana en fait. Elle a athlétisme et bagarre. Et furtivité. Et là en fait, il faut qu'on aille chercher. Il faut qu'on aille chercher le PNJ Yuma. Bah oui, lui il est de notre côté. 5 contre 4. Et le prêtre n'est plus là. Alors ça veut dire. Bah, ça veut dire que je mets en pause. Surtout ne pas cliquer sur arrêter l'enregistrement. Friedrich, tu mets en pause et je vais aller chercher les PNJ. Voilà, le temps de récupérer les standees des protagonistes. Donc ils sont numérotés, hein, je vous le rappelle. Ah oui, alors derrière, j'ai mis la gommette rouge parce que ça fait partie des errata en fait. C'est parce que autant ici il y a bien marqué 15 et derrière il y avait marqué, je sais plus moi, 34 ou 72, enfin une erreur de débutant qui a été faite. Bref, on a nos 4 protagonistes. On passe en E24. Combat dans les jardins, le combat commence. Le PNJ Yuma Mackenzie utilise la carte profil numéro 8. Ah oui, alors, ça nécessite quand même pas mal de manipulation. Hein. Bon, bah, comme dans tous les jeux, vous voyez, il y a toujours les cartes profil là. Donc, c'est la carte profil numéro 8. Elles sont heureusement bien numérotées. Voilà, Yuma Mackenzie. Lui, c'est un pote. Tiens, bah, la fontaine va servir. Ensuite, le vieux clochard, carte numéro 4. Ok, on n'est pas censé les retourner pour l'instant. Hein. Le profil de la brute, carte numéro 5. Ok. Doberman vicieux, carte 6. Et enfin, le pitbull enragé. Ah la vache. Alors, graphiquement, hein, les dessins sont vraiment très très bons. La réflexion qui m'agace au plus haut point, c'est que la carte de Yuma Mackenzie, très bien. Parfait. Elle est chouette et on a sa figurine. C'est cool. Je vous rappelle qu'il y a 2 boîtes de figurines disponibles hein, à l'achat. Merci Flyos. Sauf que, bande d'andouilles Flyos, on n'a pas de figurine pour les chiens, on n'a pas de figurine pour la brute, on n'a pas de figurine pour le vieux clochard. Super. Bravo. J'ai, entre guillemets, autant pas les mettre du tout et puis on fait qu'avec du standees. Bon, gestion de merde, vie de merde. Donc voilà nos adversaires. Ensuite, c'est le combat commence, pile poil ce que je ne voulais pas. C'est très bien, il faut assumer, Friedrich, hein, c'est comme ça. Si vous gagnez, lire 25. Oui, et si on perd? Ah bah oui, je suis couillon. Si on perd, ça veut dire que tout le monde tombe en torpeur. Quand nous avons atteint notre maximum de dégâts, on tombe en torpeur. Et si ça se produit, eh bien malheureusement, c'est la fin de partie. On est obligé de recommencer le scénario. Alors là, on va faire simple. Parce que je vais pas m'amuser. Je vous ai averti. Hein, je ne vais pas m'amuser, je n'en ai pas envie de rentrer dans toute la phase de combat que j'estime lourde là à cette heure-ci. Il est quelle heure? 11h moins 20 si vous voulez tout savoir. Donc on va faire très simple. Bien évidemment que nous allons remporter ce combat. Vous me pardonnerez ou pas sur ce raccourci scénario. On va directement se rendre en 25. Alors c'est événement 25. Pour voir ce qui se passe.
Travail fait. Ah ouais, d'accord. Vous voyez, travail fait, c'est la dernière page de ce chapitre. Alors que vous vous débarrassez de la dernière goule, vous réalisez que le vampire du sabbat et certaines de ses brutes en ont profité pour charger quelques-uns des corps déterrés dans la camionnette. Une fouille rapide des alentours révèle un téléphone cellulaire posé sur un tas de terre. Vous en déduisez qu'il appartenait à une des goules, parce que vous ne vous souvenez pas l'avoir vu avant. Vous ramassez le téléphone et le rangez. Vous partez immédiatement du jardin botanique. Mieux vaut ne pas trop abuser de l'hospitalité. Fin du chapitre numéro 1. Vous pouvez lire la conclusion au verso de la page d'introduction du chapitre dans le livre d'histoire. Il faut impérativement que je me garde ça sous les yeux, de façon à y revenir. J'ai une, j'ai une réflexion à en faire. On va donc à la conclusion du gros livre d'histoire. Vous avez survécu à votre première mission et la menace sabbat a été réglée. Vous avez même reçu un téléphone cellulaire d'une des goules du sabbat. Heureusement qu'il n'est pas verrouillé. Vous n'avez pas réussi à en apprendre beaucoup sur le vampire du sabbat, le vampire dont il a drainé l'âme ou la raison pour laquelle il déterrait des cadavres dans le jardin botanique. Pour autant que vous le sachiez, le parc n'est pas un ancien cimetière. Où l'est-il ? Quoi qu'il en soit, d'après le comportement de Yuma, vous soupçonnez qu'il en sait plus sur le vampire du sabbat qu'il ne le laisse entendre, mais vous ne pensez pas qu'il apprécierait de vous voir de sitôt. Après une recherche approfondie du contenu du téléphone et des messages, vous trouvez une série de textos énigmatiques à destination et en provenance d'un contact, uniquement identifié par une série de chiffres et de points. Des recherches plus poussées révèlent qu'il s'agit de coordonnées d'un lieu au sud de la ville. Vous le cherchez et il semble être près de la célèbre usine Five Roses. Vous feriez mieux de vous y rendre. Récompense, gagnez 3 points d'expérience chacun. Prenez la carte effet 43. On a réussi. Alors, il y a beaucoup de cartes effet. Et là, je veux la 43. Alors, est-ce que c'est ce tas-là? Non, pas du tout. 46, 41, 42, 43. Elle est en plusieurs exemplaires? Non. Un seul exemplaire. Coterie. On a réussi! Vous avez gagné la bataille, il ne vous reste qu'à gagner la guerre. Plus scindé à votre prochain test de compétences défaussé après utilisation ou à la fin du prochain chapitre. Très bien. Donc, à l'utilisation ou à la fin du prochain chapitre. Ok, on a un bonus. Plus 3 points d'expérience chacun. Donc, je vais les noter sur les feuilles de perso. À vérifier si les alliés en gagnent 3 aussi. Alors, moi, je vais considérer que oui, parce que ça va me permettre, si je les joue après en personnages principaux de coterie, ça permettra d'avoir des personnages à niveau égal, pour ne pas être, être pénalisé, tout bêtement. Alors, je voulais, oui, garder le fil par rapport à la densité du chapitre que l'on vient de découvrir. On a quand même 134 pages. Et la façon dont je l'ai joué, je n'ai dû en voir qu'une vingtaine max. Vraiment max. Ce qui m'amène à me dire que ça va être difficile de prévoir combien de temps passer dans un seul et même chapitre. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de pages qu'il est forcément très long. Là, ça fait combien de temps? 44 minutes seulement? Ah ouais, en fonction des... Bon, attention, j'ai pas joué le combat. Donc, on aurait pu rajouter peut-être une bonne demi-heure par rapport à toutes les manipulations qu'il y a à faire. Mais, tout ça pour dire que
Une éventuelle rejouabilité, oui, parce qu'on va s'orienter sur des pistes différentes. Là, qu'est-ce que c'était que ça? Ça m'a rien donné puisque j'ai même pas eu le temps d'aller le voir. Et pourquoi j'ai pas eu le temps? Parce qu'à partir du moment où on démarre un dialogue, eh ben on est obligé de rester dedans. Tant que le chapitre nous dit pas vous pouvez reprendre votre phase de jeu, votre séquence principale, et ben on est obligé d'aller au bout. Donc en fait là, dialogue plus événement, ça s'est enchaîné d'une force que je n'ai pas du tout soupçonné. Mais c'était sympa. Vraiment, c'était sympa. Ça ouvre des possibilités. Est-ce que ça va être lourd de gestion quand on joue solo? Pas forcément. Non, pas forcément. Ça demande quand même qu'on y retourne, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'ailleurs à la fin de la conclusion? Eh bien, vous pouvez maintenant jouer le chapitre 2, une goule à la minoterie. Et peut-être que la prochaine fois, on va y passer 1h30, voire 2 heures. Donc je vous rappelle, hein, ce que je veux vraiment, moi, c'est voir la construction de la campagne, et puis quelle histoire ça va nous raconter. Donc il se peut, il y a même de fortes chances que les prochains chapitres où il y aura du combat, je les apprends aussi. Après, bon, c'est quoi? C'est de la mécanique, hein. C'est du gameplay, on fait les sélections de cartes, on fait les tirages, etc., etc. Et c'est pas ce qui m'intéresse moi en trituration de démarrage de campagne. Ok, écoutez, je suis agréablement surpris depuis l'introduction par rapport à ce que ça nous propose. Et on ira voir où est-ce qu'on doit se rendre, à la célèbre usine Five Roses, en tout cas auprès d'elle. Bien, néo-vampire, que vous soyez de Montréal, que vous soyez de France ou d'ailleurs, on va conclure ce chapitre numéro 1 et on se dit à la prochaine. Salut, salut.